À quoi ressemblait le Parlement camerounais dans les premiers jours de l'indépendance et au lendemain de l'adoption de l'État fédéral du Cameroun? Sous l'État fédéral, faut-il le rappeler, le Parlement était composé des assemblées des deux États fédérés. Selon François Bayard, dans l'État au Cameroun, à l'échelon fédéral, l'éviction de l'opposition de l'Assemblée nationale en 1962 montra immédiatement que l'exécutif entendait réduire à l'extrême l'activité du Parlement. Pourtant, l'institution ne manquait pas de ressources constitutionnelles. Certes, les dispositions relatives à la définition restrictive d'un domaine de la loi, le régime des sessions, du règlement interne, de l'ordre du jour de l'Assemblée étaient directement inspirées de la Constitution française de 1958 et révélaient la volonté du constituant d'assurer la primauté de l'exécutif. Toutefois, le président de la République n'avait que peu de prise sur le législatif. S'il partageait avec les députés l'initiative des lois et s'il avait le droit de leur lire ou de leur dire de lire un message, il ne pouvait pas dissoudre l'Assemblée nationale ni la court-circuiter en consultant le peuple par voie de référendum ou de légiférer par ordonnance, hormis une période transitoire de 6 mois instituée par l'article 50. En cas de non-promulgation d'une loi votée à l'Assemblée nationale de la part du chef de l'État, le président de l'Assemblée pouvait se substituer à lui après avoir constaté sa carence. D'après l'article 31 de la Constitution de 1961, l'Assemblée se réunissait de plein droit pendant la période d'exception, article 15, et l'article 18 stipulait qu'une loi discutée en seconde lecture à la demande du président de la République, de sa propre initiative ou à la demande de l'un de ses deux premiers ministres, ne pouvait être adoptée que si la majorité simple des députés comportait la majorité des voix des députés de chaque État fédéré, ce qui aurait pu devenir une arme précieuse pour les anglophones à qui était ainsi reconnu un droit de veto. Il est vrai qu'inversement, le Parlement ne pouvait rien contre le chef de l'État, sinon le traduire devant la haute cour. Les lois constitutionnelles du 10 novembre 1969 devaient modifier cet équilibre purement symbolique. L'Assemblée n'avait plus à se réunir de plein droit pendant la durée de l'état d'exception. Elle pouvait, sur l'initiative du président de la République, décider par une loi de proroger ou d'abroger son mandat. Article 16. Elle pouvait autoriser le président de la République, pendant une durée limitée et sur des objets déterminés, à prendre des ordonnances ayant force de loi dans le domaine législatif défini par l'article 24, ordonnances qui demeuraient en vigueur tant que l'Assemblée n'a pas refusé de les ratifier. Enfin, le recours au référendum était institué. Sous la présidence de Marigon Bois et la surveillance de Haruna Njoya, vice-président, et de Moussa Yaya, secrétaire du bureau, l'Assemblée fédérale s'est immédiatement enfoncée dans une profonde léthargie, décrit François Bayard. Les rites parlementaires étaient scrupuleusement respectés. Il y avait les réunions de groupe, mais la magnificence du bâtiment que crut devoir leur offrir le régime ne pouvait faire oublier aux députés leur inutilité dans les processus de décision. L'Assemblée fédérale n'était qu'une chambre d'enregistrement qui étudiait activement et adoptait à l'unanimité des projets de loi élaborés ou des mesures décidées ailleurs, à la présidence, dans les ministères et les administrations, au sein du parti. Encore faut-il souligner que les principaux textes législatifs ont été édictés par voie d'ordonnance présidentielle à la faveur des dispositions transitoires des constitutions de 1961 et de 1972 dans des périodes singulièrement décisives. La mise sur pied des deux républiques s'est dérobée à tout contrôle parlementaire, celui-ci fut symbolique. De plus, Amadou Ahidjo a toujours profité de ces dispositions transitoires pour prendre les mesures importantes qui n'urgeaient pas en elles-mêmes et relevaient manifestement du domaine législatif, comme la législation d'exception contre la subversion en 1962, les lois apportées au code pénal et le transfert des compétences au bénéfice des tribunaux militaires dans le domaine correctionnel en 1972. Le recours au référendum pour abroger la Constitution fédérale procédait de la même politique. Parfaitement constitutionnel, il prévient néanmoins l'Assemblée de l'une de ses prérogatives, le vote des révisions sur proposition d'un tiers de ses membres ou du chef de l'État, et surtout de son pouvoir réel le plus important, le veto de la moitié des députés d'un État fédéré. Aussi, Ahidjo se contenta-t-il de réserver à l'Assemblée nationale la primeur de sa décision de consulter l'électorat en vue d'instituer l'État unitaire, ou plus exactement de lui procurer cette illusion, puisqu'en réalité, le bureau politique en avait été préalablement informé et que la communication présidentielle était radiodiffusée en direct. Quant aux activités de contrôle de l'action gouvernementale, elles ont toujours été les plus réduites. C'est que le président de l'Assemblée de l'époque, Marigon Bois, traduit en un doux euphémisme, je cite. « Est-il nécessaire que le contrôle de l'Assemblée soit quotidien au total ? Pour des raisons d'ordre pratique, ce contrôle ne peut être qu'intermittent et pour des raisons d'opportunité, il n'a jamais été total.
L'Assemblée doit s'imposer une éthique de contrôle, un art de contrôle. L'art du contrôle du Parlement s'exercera donc avec tact et opportunité, suivant les circonstances et les normes d'une sage collaboration entre l'exécutif et le législatif. Fin de citation. L'expression était lâchée, sage collaboration. 60 ans après, devrait-on reprocher aux députés du renouveau de respecter ce sage conseil de sage collaboration?